Avant de commencer, je souhaite remercier NordVPN qui sponsorise cette vidéo, ce qui m'a permis de faire appel à un cadreur professionnel pour ce reportage. Un VPN est un logiciel qui permet d'améliorer la confidentialité de votre navigation, donc votre anonymat, et par la même occasion votre sécurité, en chiffrant vos données sur le net, sachant qu'un compte NordVPN peut servir pour 6 appareils différents, dont vos téléphones. Plutôt utile donc si vous utilisez des Wi-Fi publics ou lorsque vous voyagez à l'étranger, car ça permet d'accéder à des sites ou des vidéos bloqués par le pays dans lequel vous êtes en contournant les géorestrictions. Vous pourrez également profiter de chez vous des catalogues Netflix d'autres pays comme celui des États-Unis bien plus fournis, de certains prix avantageux réservés aux résidents des pays fournisseurs, ou encore des devises étrangères moins fortes que l'euro qui permettent par exemple d'acheter des jeux sur Steam bien moins chers. C'est un VPN très simple d'utilisation disposant d'un service d'assistance ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous pouvez annuler votre abonnement au cours des 30 premiers jours et être remboursé si le service ne vous convient finalement pas. N'hésitez donc pas à l'essayer en cliquant sur le lien dans la description ou en vous rendant sur nordvpn.com/floki. Vous pourrez alors profiter d'une réduction importante et même d'un mois gratuit en prenant un abonnement de 2 ans si vous rentrez le code FLOKI. Salut tout le monde, je suis aujourd'hui avec le docteur en biologie évolutive Simon Potier, que je laisse se présenter. Donc je suis docteur en biologie évolutive et écologie sensorielle, donc je m'intéresse aux sens et comment l'évolution a sélectionné certains sens chez les espèces. Et puis comme vous pouvez voir, je suis aussi fauconnier, donc je détiens des rapaces qui vont d'ailleurs me servir pour mes expérimentations. Et là aujourd'hui je suis avec Urga. Urga c'est une busagia qui est la plus grosse buse du monde et Urga c'est une femelle. D'accord. Et alors qu'est-ce qui t'a conduit vers ce métier de fauconnier et également d'expert scientifique? Alors pour le coup, fauconnier, je suis né dedans en fait. Mon père est fauconnier depuis que je suis tout petit. Il est fauconnier depuis que j'ai 2 ans. J'ai 32 ans, donc ça fait 30 ans que je suis dedans. Donc pour le coup, c'est pas très original. Les rapaces n'ont plus aucun secret pour toi. Si, ils en ont encore beaucoup, Okay. mais voilà, je côtoie le monde des rapaces depuis tout petit. Et puis la science en fait... Au départ, je m'orientais à être plutôt chercheur en mathématiques, parce que j'étais plutôt dans les maths. Et en fait, très vite, l'attrait pour la biologie m'a rappelé. Et je suis parti à travailler sur les poissons au tout départ. Mon cursus, c'était de voir comment les exosystèmes aquatiques fonctionnaient. D'accord. Et puis, en fait, il y a une thèse qui m'a été proposée sur l'écologie sensorielle des rapaces. Et ça recoupait un peu toutes mes passions. Donc, je me suis lancé là-dedans. Et depuis, ça fait maintenant 9 ans que je n'ai pas quitté ce domaine-là de la recherche scientifique. Et maintenant, tu es reconnu à travers toute l'Europe, j'ai vu, tu fais des conférences dans différents pays. Oui, tout en restant humble, je suis encore jeune, j'ai encore une jeune carrière. Après, voilà, oui, là, je vais en Afrique du Sud faire une conférence cet été encore. Voilà, c'est vrai qu'en écologie sensorielle, on est très peu dans le monde, chercheurs. Sur les oiseaux, très peu. Ouais. Et sur les rapaces, on est 2 ou 3 dans le monde à travailler là-dessus. Donc c'est vrai que tout de suite, quand on cherche un chercheur en écologie sensorielle, on tombe rapidement sur moi en restant humble, quoi. Et alors, comment on fait pour devenir fauconnier? Déjà, il faut définir ce que c'est qu'un fauconnier. La fauconnerie, au départ, et en fait, la fauconnerie, c'est que ça, c'est la chasse. La fauconnerie, c'est la chasse au vol. Donc, c'est chasser avec un rapace du gibier dans son milieu naturel. Ça, c'est la fauconnerie. Ensuite, pour être fauconnier comme ça, pour être fauconnier chasseur, on va dire, là, il faut son permis de chasse. Permis classique, il faut tirer au fusil, même si on n'a aucun attrait pour les armes. Il faut savoir utiliser une arme, ce qui est pour moi incohérent, mais il faut savoir le faire. Alors que la chasse au vol, tu n'utilises pas d'arme finalement. C'est purement naturel. C'est l'oiseau. C'est pas... tout seul. Justement, c'est ça qui est un peu en contradiction. Moi, je ne suis pas du tout chasseur dans l'âme. Par contre, de voir mon oiseau chasser, c'est quelque chose qui me provoque une émotion très forte. Ah oui. Voilà. Et du coup, pas forcément qu'il l'attrape. Ça va être de voir les capacités, les prouesses qu'il a, la capacité de vol qu'il va avoir. Et donc ça, il faut un permis de chasse et ensuite il faut ce qu'on appelle un élevage d'agrément. Donc il faut montrer qu'on a une certaine expérience dans la détention des animaux. Ensuite, ce qu'on entend beaucoup par fauconnier quand on parle de spectacle, quand on parle d'autres thématiques, l'effarouchement, là c'est ce qu'on va plus appeler, en tout cas pour le spectacle, c'est la volerie. Si on parle par exemple du Puy du Fou, de Beauval, c'est ce qu'on appelle de la volerie. Mais ceux qui font voler les rapaces, on les appelle des fauconniers. Parce qu'on n'a pas de terme. Ouais. On n'a pas de terme. Et donc là, la volerie, il y a beaucoup d'autorisations à avoir. Il y a un certificat de capacité, donc on montre devant les instances du gouvernement qu'on est capable de les détenir, de les entretenir, et puis aussi de les présenter, de savoir expliquer ce que c'est qu'un rapace, leur biologie. Et puis il faut des autorisations d'ouverture, c'est-à-dire que le site où on les détient, il est visité régulièrement
par des organismes pour savoir si les oiseaux sont bien entretenus. Ouais, si les normes sont respectées. Exactement. Voilà. Alors, Ok. il y a peu de normes, mais si les normes sont respectées. D'accord. Et tu parlais de L'effarouchement. l'effarouchement, du coup, tu peux expliquer un petit peu Alors ça, c'est quelque chose qui s'est développé ces dernières années. C'est-à-dire qu'il y a des gros problèmes de nuisance avec certaines espèces. On va prendre les pigeons de ville, par exemple. On va prendre les étourneaux. Alors moi, je ne fais pas du tout ça, mais c'est de faire appel à des fauconniers pour effaroucher les oiseaux. C'est pas les capturer, c'est juste leur faire peur. Et par exemple, sur les bases militaires, c'est très important d'effaroucher les oiseaux, puisque quand l'avion va décoller, il ne faut surtout pas qu'il y ait d'oiseaux qui se prennent dans les hélices ou dans les réacteurs. Donc il y a des fauconniers qui effarouchent pour enlever tous les oiseaux au moment du décollage. Donc dans toutes les bases militaires qui comprennent une piste d'atterrissage, il y a au moins un fauconnier. Je ne sais pas s'il y en a dans toutes les bases, mais en tout cas dans pas mal de bases, en tout cas les bases que je connais un peu, je ne suis pas du tout dans le milieu militaire, Ouais. mais il y a plusieurs bases, un certain nombre de bases où il y a des fauconniers depuis un certain nombre d'années. Et puis apparemment, il y en a même du coup dans les centrales nucléaires quand il faut aller Voilà, ça c'est réparer des choses en hauteur ou même à Disneyland. Voilà, ça c'est des intervenants extérieurs qui interviennent sur des saisonnalités données pour effaroucher Des certaines mouettes, des espèces. pigeons, Et il y a des autorisations spéciales, bien sûr, ça ne se fait pas comme ça. Comme on n'a pas d'autres termes, on Ouais. utilise ce terme de fauconnier pour parler un peu de tous les métiers qui tournent autour des rapaces, Ok. avec la captivité. Et en plus, on n'a pas de féminisme de ce mot-là. C'est-à-dire qu'on ne dit pas une fauconnière. Ah oui. Parce que la fauconnière, c'est ça. C'est l'endroit où on met la nourriture. D'accord. Donc, on dit une fauconnier aussi. Ok. Très bien. Et tu parlais de détention et de permis pour posséder ces oiseaux, même en tant que simple fauconnier pour la chasse. Est-ce que tout le monde est en mesure d'avoir ce permis s'il souhaite par exemple posséder un rapace de ce type Non, il faut, comme je disais, il faut montrer une certaine expérience. Ce qui se faisait à l'époque, ce qui doit se faire toujours, c'est quelqu'un qui a envie, alors on va parler de la chasse dans ce cas-là, quelqu'un qui a envie d'ailleurs on ne dit pas qu'on chasse les fauconniers, on dit qu'on vole. Ah bon. Et ça montre bien la différence. Ok. On n'est pas, la plupart ne sont absolument pas chasseurs dans l'âme. Mais au final, c'est pas eux qui chassent, c'est leurs Exactement, oiseaux. Donc, voilà. Et donc on dit qu'on vole. Et quelqu'un qui veut voler avec un oiseau, il va suivre ce qu'on appelait à l'époque un maître fauconnier. J'aime pas ce terme à titre personnel, mais un maître fauconnier. C'est-à-dire qu'il va suivre un fauconnier pendant plusieurs saisons. Et au bout d'un moment, le fauconnier attestera que la personne a les compétences requises pour détenir un oiseau. Donc ça se transmet, la fauconnerie c'est quelque chose qui se transmet. Ok. C'est un art en fait, ça se transmet. Ça se transmet. Et du coup c'est comme ça qu'on peut devenir fauconnier. Il faut attester qu'on a bien une expérience, en général c'est 2 ans. Une sorte de stage. Alors c'est même pas officiel, c'est un fauconnier qui va aller par exemple tous les week-ends faire voler son oiseau, et ben la personne va suivre tous les week-ends le fauconnier. Donc il y a un vrai apprentissage qui se fait, qui se transmet principalement oralement. Après, il y a des écrits, mais c'est principalement oral comme apprentissage. Et donc, il y a le fait de voler, mais après, ils vont nous accompagner à domicile pour voir comment on entretient, comment on détient. Ensuite, si on veut travailler dans des structures qui présentent des oiseaux en vol libre, là, il y a des formations qui existent, donc une formation sonneur animalier. Et dans ce cas-là, il y a certaines formations qui proposent des spécialisations fauconnerie. D'accord. Donc, certaines formations le proposent, je pense à Carquefou, par exemple, ou à Gramma, qui proposent des cours spécifiques liés à la présentation d'oiseaux en vol libre. Du coup là on est en compagnie d'une buse de Harris. Alors la buse de Harris c'est une autre buse américaine qui est plus petite que la buse aguia qu'on a vue tout à l'heure, bien plus petite. À titre de comparaison, les plus grosses buses aguia peuvent faire 2,5 kg, peut-être 3 kg, les très grosses. Là les plus grosses buses de Harris vont jusqu'à 1,2 kg, 1,3 kg. Donc c'est bien plus petit. Et on est en compagnie de Dali, qui est un jeune mâle qui est né à la maison. Et les mâles, on va les appeler tiercelets. Tiercelets, c'est le nom qu'on va donner à tous les mâles rapaces d'espèces chasseuses, parce que les mâles sont théoriquement d'un tiers plus petits que les femelles. Donc à titre d'exemple, il pèse 700 grammes, lui, et une femelle, ça va peser à peu près 1 kg. Et comment ça s'explique, ça ? Et alors, on a du mal à expliquer, scientifiquement, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas encore, on a du mal à expliquer. Il y a plusieurs théories. Première théorie, c'est que généralement, c'est la femelle qui défend le nid, donc il faut qu'elle soit plus imposante pour défendre son nid. Et puis la deuxième théorie, c'est qu'une femelle qui va, chez la buse de Harris, par exemple, pouvoir attraper des lièvres dans la nature, elle ne peut pas les transporter jusqu'au nid. Et ce serait trop lourd, un lièvre c'est trop lourd. Même si elle peut l'attraper, il faut qu'elle le mange sur place. Et bien les mâles, eux, vont attraper des plus petites proies, des petits oiseaux ou des petits lapreaux par exemple. Et là, ils ont la force de les emmener au nid. Donc la petite taille permettrait aussi d'emmener la nourriture au nid pour les petits et pour la femelle.
Ok. Et par exemple, cette différence de taille n'existe pas chez les vautours. Ah oui, donc c'est pas spécifique à tous les rapaces. Non. Et il y a des espèces, par exemple, chez certains vautours, justement, c'est les mâles qui vont être plus gros. Donc Ok. voilà, on n'a pas trop d'idées. Et puis l'avantage de cette buse-là, enfin ce qui est assez incroyable, c'est que c'est la seule espèce, et on va le voir tout de suite, de rapace chasseur qui va vivre en meute. Comme chez le loup. Et il y aura une organisation sociale au sein de la meute. Il y a un couple dominant, qu'on appelle le couple alpha. Et ensuite, il y a des helpers, donc des jeunes qui vont aider. Et en fait, c'est les jeunes de l'année précédente qui vont rester avec le couple pour aider les parents à s'occuper des futures progénitures. Ok. Et donc ça, c'est le seul rapace qui va être comme ça. Donc voilà, on va la laisser partir là dans les arbres. Et justement, l'avantage, c'est que quand on va se déplacer, quand on va faire des balades, c'est les oiseaux qui vont nous suivre. On fait ce Il y a qu'on un appelle suivi naturel. Voilà. On ne peut pas le faire avec tous les rapaces, mais les buses d'Aris le font, c'est ce qu'on appelle des balades suitées. Là, il y a des lanières de cuir sur les oiseaux qu'on présente en fauconnerie, ce qu'on appelle des G. L'origine des G, donc ça fait 4000 ans que ça existe, on n'a rien changé, la façon de les faire est exactement la même. Et en fait, G, ça vient de jeter, ça s'écrit J-E-T-S. Et parce que les fauconniers à l'époque jetaient leurs oiseaux pour donner l'avantage au moment de la chasse. Il n'y a plus le temps d'accélération, on lui donnait l'accélération. Donner l'impulsion eux-mêmes. Voilà. Moi, je le fais pas. Je le fais pas. En tant que fauconnier, du coup, les fauconniers, de manière générale, ils aident à la recherche scientifique sur les oiseaux. Ils apportent une grosse valeur ajoutée là-dessus, j'imagine. Alors, la captivité, de manière générale, je dirais, apporte des connaissances fondamentales qui ne seraient impossibles à avoir dans le milieu naturel. Trop compliqué à avoir, Trop compliqué. Je vais prendre mon cas, en fait, de l'écologie sensorielle. Cap. Voilà. Je vais prendre mon cas de l'écologie sensorielle. Si on veut étudier les capacités sensorielles, par exemple la vision, c'est ce que j'étudie le plus. En ce moment, par exemple, je travaille sur le contexte éolien. Pourquoi les oiseaux? Parce que l'éolienne tue énormément d'oiseaux par an en France. Il y a eu un rapport de la LPO là récemment où ça va être jusqu'à 10 oiseaux par an par éolienne et 80-85% des oiseaux sont des espèces protégées. Donc il y a des vrais dégâts proposés par les éoliennes. Et je travaille sur un projet en ce moment où le but c'est de comprendre comment ça se fait que les oiseaux ne voient pas les éoliennes. Pour faire ça, il y a plusieurs hypothèses. Nous, on travaille sur les contrastes, comment ils peuvent percevoir les contrastes, par exemple, donc les nuances de gris, parce qu'on propose des éoliennes claires sur un fond clair. Ouais. Est-ce que le contraste est suffisant? On sait que les oiseaux, de manière générale, sont 20 fois moins bons que l'homme pour discerner les contrastes. D'accord. Voilà. Et bien, si on veut comprendre les contrastes, il faut faire des études, ce qu'on appelle des expériences de conditionnement, de choix positifs. Donc, on va présenter à l'individu typiquement des écrans d'ordinateur avec des contrastes différents et on lui demande de faire un choix. Et bien ça, avec un animal sauvage, c'est impossible, puisque le mettre dans un contexte expérimental, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout, il aurait peur. Donc ça, tout ce qui est sur les aspects visuels, là on travaille sur la rotation des éoliennes en ce moment. Tiens, Dali vient de finir son expérience d'ailleurs il y a une semaine, où on essayait de savoir, donc c'est tout frais les résultats là, on essaie de savoir est-ce qu'ils sont capables de voir les mouvements de rotation. Parce que dans la nature, il n'y a rien qui est en rotation, strictement rien. Ouais. C'est l'humain qui a proposé la rotation. Et on se demande, est-ce qu'eux, ils ont été sélectionnés pour voir la rotation? Et on est en train de se rendre compte qu'en fait, des rotations faibles, ça se trouve, ils ne les voient pas du tout. Un autre exemple que je pourrais prendre, là, il y a le Muséum d'histoire naturelle qui est venu à la maison la semaine dernière pour étudier la façon, on le voit là un peu, la buse, la façon dont il se stabilise sur un perchoir. Comment un oiseau arrive à se stabiliser. Et donc, on a créé des perchoirs avec des capteurs de pression qu'on fait tourner, qu'on fait pencher et tout ça. Nos oiseaux, ils n'ont aucune crainte, ils sont sur le perchoir, on fait faire des rotations, on fait faire des translations. Ils restent sur le perchoir, ils ne bougent pas du tout. Et ça nous permet de comprendre quelle partie du corps stabilise l'oiseau. D'accord. Ça donnera des connaissances par exemple en robotique. Comment créer des robots qui se stabilisent super bien. On travaille sur la force du coup. Voilà, on a plein de projets en fait qui sont en ce moment et qui sont possibles que par la fauconnerie. La volerie en tout cas. Ouais. Que par la volerie. Et ça, les chercheurs l'ont très bien compris. En fait, on a énormément de collaboration avec le CNRS, les universités, le muséum, parce que c'est des données dont ils n'auraient pas accès dans la nature. Ouais, donc c'est vraiment une grosse valeur ajoutée que vous apportez dans les domaines de recherche. En connaissance théorique, c'est une énorme valeur ajoutée, et même en conservation, quand on parle des collisions avec les éoliennes, il y a une vraie application. Typiquement, il y a une étude en Norvège qui vient de montrer, qui semblerait montrer, alors elle n'est pas très concluante parce qu'il n'y a pas assez de réplicas encore, mais lorsqu'on peint une pale d'éolienne en noir, donc on augmente le contraste, noir-blanc, eh bien les collisions sont quasiment réduites par 2. Ah oui. Et donc, il y a une vraie valeur ajoutée à comprendre est-ce que c'est vraiment le contraste qui permet d'éviter cette collision-là. Et c'est ça, c'est sur
ce fait-là qu'on a été engagé, nous, ça fait maintenant plusieurs années qu'on est engagé pour l'amélioration des connaissances. D'accord. Dans les yeux des rapaces, on a ce qu'on appelle des fovéas, on en a nous aussi. C'est ce qui permet de fixer un objet. C'est ça, quand on regarde notre doigt là, il est très net. Et si on reste fixé sur notre doigt, quand on regarde ici, c'est pas net. Là, c'est très net parce qu'on est dans la fovea. Et la fovea, c'est la zone d'acuité maximale. Et ben, on se rend compte que certains rapaces, notamment la buse de Harris, a 2 fovéas dans l'œil. Donc 2 points de fixation par œil. Une de face, une de profil. Ouais, donc, Et ben ça, c'est pareil. Sans animaux captifs, ce serait très dur à faire des analyses comparatives. Il faudrait partir partout dans le monde, capturer des oiseaux, provoquer un stress sur les oiseaux qu'on capture, alors que là, il n'y a pas de stress. Et puis, j'ai établi des collaborations avec le muséum. Par exemple, ça fait 3 ans que je suis en collaboration avec le Muséum d'histoire naturelle, où là, on travaille sur l'anatomie des oiseaux plutôt, donc la stabilisation des pattes, comme je disais, ou la force du cou, parce que les vautours ont un cou extrêmement puissant. Et donc, on étudie, même dans des IRM, comment le cou fonctionne des vautours, et ce qui permet après en robotique de développer des robots extrêmement puissants. Donc il y a des vraies applications, que ce soit conservation ou des applications dans l'industrie. On a travaillé avec l'université de Lausanne, où il y a une grande équipe de recherche spécialisée sur les chouettes effraies. D'accord. Et ils veulent comprendre ce que font les chouettes dans la nature. Pour ça, la solution qui était faite avant, c'était des ornithos qui vont suivre les chouettes pendant des heures et des heures, les voir voler et tout ça. Maintenant, on a ce qu'on appelle en biologie un petit appareil qui s'appelle un accéléromètre, qu'on peut disposer, donc ça fait 1 gramme, 2 grammes, qu'on peut disposer sur le dos. Et cet accéléromètre, il va mesurer tous les changements de force. D'accord? Donc ça va être des mouvements comme ça, changement de force comme ça, changement de force comme ça et changement de force comme ça. Ok. Et en fonction de ça, ces changements de force-là, on a un signal qui apparaît, qui va être envoyé à distance. Il faut savoir gérer ce signal, il faut savoir le comprendre. Pour le comprendre, il faut calibrer. Pour calibrer, ils sont venus chez moi, on a équipé une petite chouette effraie et on l'a fait voler, on l'a fait dormir, enfin on a laissé l'accéléromètre pendant qu'elle dormait, pendant qu'elle se couchait, pendant qu'elle faisait chasser, pendant qu'elle mangeait. Voilà, plein de comportements qu'on a filmés. Et ensuite, en filmant et en voyant le signal, on a dit ce signal-là veut dire à voler. Et maintenant, ils ont équipé 100 chouettes dans la nature et on arrive à savoir ce que font en permanence les 100 chouettes. Savoir si elles sont en train de manger, si elles sont en train de nourrir leurs petits, si elles sont en train de... Sans la captivité, on aurait eu tous ces signaux, on ne sait pas quoi en faire. Et puis après, donc là c'est sur la recherche, mais on est engagé dans la conservation des espèces. Par exemple, on a donné à un parc en Espagne 3 de nos milans royaux, parce qu'en Espagne, les milans royaux, ils souffrent énormément des collisions avec les éoliennes. Et ils sont en train de disparaître, notamment en Andalousie. À cause des éoliennes particulièrement. Ouais. Et il y a un programme qui se monte. En France aussi, c'est une des espèces qui est la plus touchée par les collisions avec l'éolienne. On ne sait pas encore très bien pourquoi. Et j'ai été d'ailleurs embauché pour comprendre les capacités visuelles de ces milans-là. Et en fait, ces milans-là, j'ai étudié leurs capacités visuelles, que ce soit le champ de vision, que ce soit les contrastes. Et après ça, ils sont partis pour un programme européen en Espagne, où ils sont partis en reproduction et tous les petits vont être relâchés dans la nature. Du coup, une des dernières recherches qu'on a fait, c'est avec l'université d'Aix-Marseille. Et le but, c'était de comprendre comment la vision est stabilisée en vol. Parce que le fait de voler implique un mouvement important du corps. Et si l'oiseau va être capable d'utiliser ses capacités visuelles en vol, il faut que la vision soit stabilisée. On a tous vu la vidéo de la poule où on bouge le corps et la tête reste stable. Et bien ça, nous on l'a étudié avec l'université d'Aix-Marseille. On allait chez eux dans l'université où ils ont une salle avec des caméras qui ne filment pas mais qui détectent la position d'un point. Et en fait, on a mis ces petits points-là, qui sont des micro-points, qu'on a disposés sur la tête, sur le corps, sur la queue, sur les pattes. Et en fait, on était capable de savoir à tout moment, dans l'espace, en 500 Hz, donc c'est énorme la fréquence, tout moment dans l'espace, où étaient positionnées les pattes, la tête, le corps. Et en fait, on s'est rendu compte que quand l'oiseau vole, la tête est 2 à 3 fois plus stable que le corps. Et donc ça, c'est pareil, c'est en ayant des individus captifs, parce que sur des sauvages, bien sûr, on ne peut pas le faire, et en ayant des individus captifs qu'on peut comprendre comment fonctionnent les capacités sensorielles des animaux. Et alors, quelle est ta journée type en tant que fauconnier et expert scientifique ? C'est très compliqué de répondre à cette question, puisque avec les animaux, il n'y a jamais vraiment de journée type. Et surtout, ça dépend de la saison pour nous. Typiquement en ce moment, ce que je fais, c'est que le matin, je vais faire voler tous les oiseaux qui sont présents dans les présentations pédagogiques. Donc on les fait voler quotidiennement. Et ensuite, je travaille avec ces buses-là pour des expérimentations, donc la compréhension des rotations par les éoliennes. Donc ça me prend 2 heures par matin à peu près de faire ces expériences-là.
Et puis ensuite, l'après-midi, je vais plus me consacrer à mes recherches. Donc là, ça va être soit la lecture bibliographique, soit de l'écriture d'articles, soit de l'analyse de données. Voilà, ça va être plus ça. Et puis, j'ai fini, comme on le disait tout à l'heure, j'ai développé des ateliers pédagogiques en milieu scolaire. Mes journées, quand j'ai des ateliers, sont 100% consacrées aux écoles. Donc je me déplace avec une buse de Harris ou un petit faucon et je vais parler de conservation aux élèves. Donc voilà, en fait, ça va vraiment dépendre des saisons. Il y a des sessions d'entraînement avec les oiseaux C'est-à-dire d'entraîner les à oiseaux. revenir Ça, c'est ce qu'on fait quotidiennement. En fait, en fauconnerie, on ne parle pas de dressage, on parle d'affêtage. L'affêtage, ça veut dire porter au fait. Et on est en ce moment dans l'affêtage de plusieurs oiseaux, petites buses ou aigles. D'accord. Et alors on pourrait se poser la question, est-ce que les rapaces ont des émotions? Est-ce qu'ils sont attachés à leur fauconnier Alors c'est marrant parce qu'elle répond à ma place. C'était un oui ou un non? Du coup, j'en sais rien. En fait, ce qui est intéressant dans la science, c'est qu'on ne sait pas, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Les émotions chez les animaux, on sait très peu de choses. Chez les mammifères, on commence à avoir des données. Chez les oiseaux, c'est tout récent. Il y a des études qui commencent à sortir sur l'émotion que peuvent avoir des oiseaux. Mais c'est très délicat de définir ce que c'est que l'émotion chez les oiseaux. Et puis on a peut-être tendance à anthropomorphiser ça. Exactement. En fait, il y a une étude qui est sortie, une étude, ce qu'on appelle une synthèse bibliographique, une revue, qui parle de l'émotion des oiseaux, qui est sortie en 2015. Et qui fait tout un état de l'art pour savoir est-ce que les oiseaux ont du plaisir. Par exemple, on pense toujours que le vol, c'est un plaisir. En fait, le vol, c'est un moyen de se déplacer pour eux. C'est peut-être pas un plaisir, j'en sais rien. Et cette revue-là, la conclusion, elle est très simple. Elle dit, peut-être que les oiseaux ont de l'émotion, mais pour l'instant, on ne sait pas trop le quantifier. Pour le quantifier, il y a deux moyens. Il faut faire des études comportementales, mais qui sont couplées à des études neurologiques. Parce que les études comportementales, notre interprétation, on peut se tromper dans l'interprétation. On vit tous au même moment, peut-être dans un même endroit, au même instant, mais on vit tous dans des environnements différents, parce qu'on a des capacités sensorielles, différentes. Et il faut vraiment sortir de notre perception, si on veut étudier de manière scientifique les émotions, les oiseaux. Ouais, on vit sur la même planète, mais pas dans le même monde, quoi. Exactement, c'est exactement ça. Et les oiseaux vivent absolument pas dans le même monde. Là, on voit, il est sur une patte, on dit qu'il est patte en plume. On a tendance, en tant que fauconnier, à dire que ces pattes en plume, c'est une émotion de confiance, mais ça n'a jamais été quantifié. Mais c'est l'expérience du fauconnier qui dit, là, il est pleinement en confiance. Parce qu'il est que sur une patte. Il est que sur une patte, donc ça va lui prendre plus de temps de décoller s'il y a S'il y a un danger. S'il y a un danger. D'accord. Donc, voilà. Donc c'est très dur. Il y a des émotions, c'est à peu près sûr. Il y a même des études qui montrent là chez les perroquets ou chez les cailles que la position des plumes témoigne d'une certaine émotion, soit de plaisir, soit de stress. Si les perroquets rougissent sur les joues, c'est apparemment, d'après certaines études, une émotion positive. Voilà, je vous invite à regarder la troisième partie sur Beauval pour en savoir davantage. Typiquement, voilà, c'est la personne qui a fait cette étude et une personne avec laquelle je travaille sur l'olfaction. Et voilà, c'est cette scientifique-là est l'une des précurseurs dans le domaine de l'émotion chez les oiseaux. C'est vraiment, on est au balbutiement de l'émotion chez les oiseaux. La revue dont je vous parlais est partie du postulat. Il y avait des vidéos sur Internet qui sont très connues d'un corbeau ou d'une corneille, je ne me rappelle plus, mais qui est sur un toit enneigé et qui fait le toboggan sur le toit, qui remonte, qui fait le toboggan, qui remonte, qui fait le toboggan. Est-ce que c'est du plaisir ? Pour nous, il semblerait que ce soit du plaisir. Ou des cygnes qui surfent sur les vagues et qui repartent et qui reprennent les vagues, qui resurfent. Et voilà, elle est partie de ce postulat-là en disant, est-ce que c'est une émotion de plaisir ? Certainement, mais on ne sait pas encore. On sait pas encore. Et c'est ça qui est attirant dans la science, c'est qu'il y a plein de choses à découvrir encore. Ouais, finalement, fauconnier, c'est un très très vieux métier, mais il y a encore beaucoup de choses à apprendre sur les rapaces. Et c'est en perpétuelle évolution, ce métier est en perpétuelle évolution, tout le temps. Et moi qui travaille quotidiennement avec mes oiseaux, il y a certains de nos oiseaux qui ont plus de 40 ans, j'apprends encore des choses sur ces oiseaux-là, alors que ça fait moi 30 ans que je suis avec, quoi. Ouais, donc. Et au niveau de l'attachement avec le fauconnier, du coup, est-ce qu'ils peuvent s'attacher à un fauconnier en particulier ? Est-ce qu'ils sont attachés à aucun humain ? Ou est-ce qu'ils peuvent partir avec n'importe qui Il y a des oiseaux qui vont être très proches de certains fauconniers et qui ne vont pas s'approcher d'autres fauconniers. Il y a des oiseaux, là, cette buse de Harris, là, je sais qu'elle est relativement sociable, même si ce n'est pas un terme que je devrais utiliser, mais je ne pourrais pas présenter l'oiseau là, n'importe quelle espèce à côté de toi, parce qu'une certaine espèce qui ne te connaîtrait pas, eh bien, ça se trouve, elle ne resterait pas à côté de toi.
Donc ça D'accord. dépend des espèces. Il y a des espèces qui sont liées vraiment à une personne, d'autres espèces pour lesquelles il n'y a pas trop de différence. Et du coup, on n'est pas en mesure de savoir s'ils sont vraiment attachés de manière émotive ou juste attachés parce qu'elles savent que c'est toi qui lui donnes à manger. Alors il y a la relation de nourriture, ça c'est vrai. Comme dans la nature, un oiseau va se déplacer pour la nourriture, c'est vrai, mais il y a autre chose. Il y a vraiment autre chose que la nourriture. Par exemple, des oiseaux qui vont être nourris à volonté, bien plus qu'ils ne seraient dans la nature en volière. Je rentre dans la volière, j'ai quelques exemples comme ça, pas tous. Je rentre dans la volière, ils viennent à côté de moi et on passe un moment ensemble. Alors, on ne touche pas les oiseaux, on ne touche pas trop les oiseaux, ils ne communiquent pas comme ça, pas avec le toucher. Mais il y a une interaction qui se crée, et l'interaction, elle est beaucoup dans le regard avec l'oiseau, énormément dans le regard. D'accord. Et alors, est-ce que tous les rapaces sont apprivoisables? Enfin, si on peut utiliser ce terme. Justement, non, on ne peut pas l'utiliser, apprivoisable, ça reste des espèces sauvages. Donc, c'est des animaux non domestiques, mais d'espèces sauvages. Donc, ça veut dire que c'est des animaux qui sont détenus en captivité, d'espèces sauvages. Et comme je disais, on ne parle pas d'apprivoisement, on parle d'affêtage chez les oiseaux. Donc c'est vraiment d'utiliser ce qu'ils savent faire, les porter au fait. Et il faut que ça reste des animaux sauvages. Il ne faut pas que ça devienne des animaux domestiques. Tout le monde n'est pas capable d'entretenir une buse de Harris ou d'entretenir un aigle, d'entretenir un faucon. Et pour moi, il le faut. En tout cas, Alors, voilà, c'est mon avis. toi qui as plus de 60 rapaces en captivité avec ton père, est-ce que tu as le sentiment d'emprisonner ces animaux sauvages finalement? C'est une super question en fait, et c'est une question très légitime, tellement légitime et qu'il faut se poser et que je me pose régulièrement. Il y a une réponse idéologique, c'est-à-dire est-ce qu'on est pour ou contre la captivité, et là il y aura toujours débat en fait, puisque c'est idéologique. Et ensuite, moi ce qui m'intéresse, c'est une réponse scientifique, c'est-à-dire comment est perçue la captivité par ces oiseaux. La première question qu'on peut se poser, à mon avis, c'est dire, est-ce qu'ils ont déjà conscience d'être en captivité? Est-ce qu'ils ont conscience d'être en volière? À ma connaissance, il n'y a pas d'études sur ça. Donc déjà, c'est la première question. S'ils en ont conscience, est-ce qu'ils se sentent mieux en volière ou est-ce qu'ils se sentent mieux dans la nature? Ça, c'est une deuxième question qu'on peut se poser. Pas de réponse scientifique là-dessus. Je vais juste paraphraser Jane Goodall. C'est un peu une sommité dans le monde des primates. C'est celle qui a vécu avec les gorilles un peu en Afrique, qui est une chercheure qui a travaillé à la fois dans le milieu captif et dans le milieu sauvage. Du coup, elle posait la question de savoir est-ce que c'est mieux d'être un chapeauté qui est dans un enclos de bonne qualité et vivre avec ses congénères dans un environnement 100% sécure où on a de la nourriture quand on veut et où on prend soin de ces chimpanzés-là, ou vivre dans un environnement sauvage, bien sûr libre pour le coup, mais où ils vivent dans la crainte en permanence, puisque les braconniers vont venir tuer les parents, ou certains vont se faire prendre dans des pièges. Donc Et même d'autres animaux qui pourraient potentiellement les tuer ou d'autres dangers. Exactement. Et en fait, c'est des questions qui sont tout à fait légitimes, mais qui, pour l'instant, n'ont pas de réponse, en fait. Et chacun a ses convictions intimes. Moi, ma conviction intime, c'est que je n'ai pas l'impression de les mettre en prison. Là, on le voit, il vole librement. S'il veut partir, il peut partir quand il veut. Pourtant, il reste à côté de nous. Une petite anecdote quand même sur quelque chose qui s'est passé chez nous. Notre couple reproducteur, quand j'étais petit, qui était dans une volière, un jour, il y a eu une tempête qui a ouvert la porte de la volière. Ça a cassé le loquet de la volière. Ouvert la porte, les deux oiseaux étaient dehors. D'eux-mêmes, ils sont re-rentrés dans leur volière. Ah oui. Et donc là, si on est purement anthropomorphique, est-ce qu'ils ont l'impression d'être emprisonnés? J'en ai pas trop l'impression. Et puis, une autre anecdote où, quand j'étais petit, on avait une pie qui était, pour le coup, dans une cage dans la maison. Sauf que tous les jours, elle chantait à 7h du matin, on ouvrait la cage, elle sortait dehors. Tous les soirs, elle rentrait, elle toquait à la fenêtre. On ouvrait la fenêtre et elle re-rentrait dans sa cage d'elle-même. Donc en fait, il y a un sentiment peut-être de sécurisation pour eux, comme le disait Jane Goodall. Donc voilà, cette question-là, je la comprends, tout à fait légitime, je me la pose en permanence. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une réponse franche dessus. Il y a des convictions personnelles. Voilà. C'est mon avis et je peux entendre l'inverse, il n'y a aucun souci là-dessus. Et est-ce que les rapaces en captivité vivent plus longtemps que dans la nature? Alors ça, justement, c'est une super question. On prend la buse de Harris. Moi, j'ai encore la grand-mère de ce petit-là. La longévité dans la nature d'une buse de Harris, c'est entre 15 et 17 ans. La grand-mère qu'on a, elle a plus de 30 ans. Ah oui. Donc en fait, cette question-là, il n'y a même plus de débat à avoir. Les faits scientifiques montrent que les animaux en captivité vivent bien plus longtemps que dans la nature. On parle souvent du bien-être.
la maltraitance, le bien-être animal. D'ailleurs, on oppose bien-être animal à maltraitance, qui est un peu délicat parce que bien-être, c'est un ressenti. Maltraitance, c'est un fait, c'est des actes. Et donc, il faudrait plus opposer bien-traitance et maltraitance. Donc, je vais parler de bien-traitance, même si on s'accorde, c'est un synonyme de bien-être, on oublie juste le ressenti. On a des scientifiques qui se sont intéressés au bien-être, à la bien-traitance, dans le milieu naturel, dans le milieu captif, peu importe. Le concept, c'est que le bien-être, il est relatif, il est propre à chaque individu, c'est pas propre à une espèce. Par exemple, chez l'humain, il y en a qui sont heureux dans un appart en pleine ville, il y en a d'autres qui ont besoin de grand air. Voilà. Donc on ne peut pas généraliser que le bien-être humain, c'est d'avoir la dernière PlayStation, je ne sais pas, mais voilà, c'est propre à chaque individu. Chez les animaux, c'est pareil. Ensuite, le bien-être, c'est évolutif. Donc ça veut dire que potentiellement, en ce moment, je suis très bien à la campagne, j'ai ce besoin d'ouverture de forêt, là on est dans un site incroyable, voilà, j'ai besoin de ça. Mais peut-être que plus tard, quand je serai un peu plus âgé, j'aurai besoin d'avoir accès à une culture plus proche, donc plus de pièces de théâtre, plus de cinéma, voilà, je ne sais pas. Donc c'est évolutif. Et ensuite, c'est quantifiable. La bien-traitance est quantifiable et mesurable et sans a priori anthropomorphique. Et ça, il y a des indices. Donc premier indice, ce qu'ont dit les scientifiques, donc c'est Broom qui a dit ça, et il a été cité plus de 1400 fois, ce qui est incroyable pour une référence scientifique. Donc c'est quelqu'un de vraiment reconnu dans ce domaine-là. Et lui dit, premièrement, le bien-être animal, il est lié à la durée du succès reproducteur. C'est-à-dire combien de temps un individu va se reproduire dans sa vie. Ça, on le sait qu'en captivité, c'est bien plus long que dans la nature. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus heureux en captivité, attention, je ne suis pas en train de dire ça. Peut-être que les conditions sont mieux réunies. Exactement. Et ce qui a permis notamment de réintroduire beaucoup d'espèces dans la nature. Le vautour fauve en France avait quasiment disparu. Maintenant, on en a des milliers en France. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été réintroduits. Ensuite, donc il y a 4 mesures. La deuxième mesure, ça va être la longévité. On en a parlé juste avant. L'étude sur les mammifères montre que 84% des mammifères vivent plus longtemps en captivité que dans la nature. Je vais prendre un exemple. Je connaissais un vautour qui était à l'Académie de Fauconnerie du Puy du Fou, qui avait plus de 80 ans. Dans la 80 nature, ans. Voilà, dans la nature, c'est impossible. Impossible, ça n'arriverait jamais. Donc il y a cette mesure-là. La troisième mesure, c'est les dommages physiques. Les dommages physiques en captivité, il y en a beaucoup moins que dans la nature. Et quand il y en a, en plus, ils sont soignés par les vétérinaires. Il n'y a pas de prédation. Il n'y a pas de bagarre entre différentes meutes, par exemple chez la buse de Harris. Voilà. Le quatrième point, c'est le comportement, qui est plus difficile à quantifier, on se l'accorde. Et là, c'est vrai qu'en captivité, il y a des comportements, des stéréotypies qui apparaissent. Donc, des comportements stéréotypiques. On peut parler des éléphants dans certains enclos. Qui se balancent, les tigres qui tournent en rond dans les enclos. Voilà, donc ça c'est vrai que ça apparaît, si ce n'est que maintenant avec les nouveaux enclos qu'on propose, il y a beaucoup moins de stéréotypes qu'avant. Et chez les rapaces, moi je vais prendre mon cas parce que je ne suis pas expert des éléphants, des tigres et tout ça, donc je laisserai les personnes expertes répondre. Mais chez les rapaces, on a très très peu de stéréotypies. J'en ai, en tout cas pour ma part, jamais encore observé. Peut-être que ça existe, mais j'en ai pour ma part encore jamais observé. Donc en fait, si on résume sur les 4 points, on est plutôt en termes de bien-traitance, on est plutôt maintenant très bon. Il y a toujours des améliorations, il faut toujours s'améliorer. Je suis promis à dire qu'il faut que je m'améliore dans plein de choses, mais on est sur la bonne voie, on est vraiment sur la bonne voie. Je vais prendre un exemple, le condor de Californie. Il y a à peu près 20 ans, donc c'est un condor qui vit du coup en Californie, dans la cordillère des Andes, et dans les Rocheuses plutôt, donc Amérique du Nord. Et ce condor, les scientifiques l'étudiaient et avaient estimé qu'il en restait à peu près 20 dans la nature. Donc l'espèce était vouée à disparaître, clairement. L'idée des scientifiques, ça a été de tous les capturer, de tous les mettre en captivité. Ce qui peut être un peu choquant, je l'accorde. Sauf qu'en 20 ans, on est passé de 20 condors à 200 condors dans la nature. Ouais. Parce qu'on a su les reproduire en captivité et qu'on a su les relâcher. Donc en effet, est-ce que les individus étaient mieux, les 20 premiers étaient mieux dans la nature qu'en captivité ? Idéologiquement, on peut se poser la question. J'ai apporté plusieurs faits scientifiques, mais on peut toujours se poser la question. Par contre, la finalité est qu'on a sauvé l'espèce. C'est nécessaire maintenant. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas une finalité, c'est une nécessité. Il y a plein d'espèces qui ne seraient plus là sans la captivité. Le faucon de l'île Maurice, moi j'ai eu un chercheur qui n'était pas du tout du milieu de la captivité, un chercheur, Mike Bruford, qui travaillait sur cette espèce-là. Il en restait 3 sur l'île Maurice. Et il y en avait 11 en captivité. Et maintenant, il y en a plus de 1000 dans la nature. Alors on pourrait se dire là, génétiquement, il y a peut-être ce qu'on appelle un bottleneck,
c'est-à-dire il y a un gouffre génétique, parce qu'on est parti que de 11 individus, il semblerait que non, lui c'est un généticien, il semblerait que non. Mais voilà, là clairement on a encore sauvé une espèce. Et il y en a plein des exemples, le cheval de Przewalski, enfin je pourrais en citer plein, surtout dans le monde des rapaces, il y en a je ne sais pas combien. Et alors tu parlais de la captivité, des réintroductions, mais est-ce que finalement avec la 6e extinction de masse, le réchauffement climatique, il y a un certain nombre de rapaces qui ne pourront à terme ne survivre qu'à travers la captivité sans possibilité de réintroduction? En effet, il faut être alarmant, parce qu'on est en train de vivre une crise sans précédent, même quand on compare à la crise, on l'appelle la crise des dinosaures, celle qu'on est en train de vivre est bien plus rapide. Et en ce qui concerne les rapaces, il y a des études, encore une fois je vais m'appuyer sur des études assez récentes par un collègue, McClure, qui montrent que à l'état naturel, 52% des populations de rapaces sont en réduction. Sur la liste rouge? Non, en réduction, c'est-à-dire en diminution, pardon. 52% sont en diminution. Et en fait, il y a parmi ces 52%, une très grosse problématique, c'est les vautours. Et le vautour, c'est un des taxons les plus en danger, un taxon d'animaux les plus en danger au monde. On est à plus de 80-85% des vautours qui sont en train de disparaître. Et on va prendre l'exemple de l'Afrique, où en fait en 50 ans, en Afrique, on a perdu entre 85 et 95% des vautours. Et du coup, pour ces populations-là, oui, c'est très 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 alarmant. Dans 10 ans, très clairement, il peut y avoir des espèces qui disparaîtront. Je pense aux vautours du Cap, je pense aux vautours à tête blanche, qui pourront disparaître à l'état naturel si on ne fait rien. Heureusement, il y a des gens sur place qui travaillent pour les protéger, mais il y a des vraies menaces. La principale menace, c'est l'empoisonnement par les braconniers. Donc, il y a des gens qui travaillent sur place pour les protéger. Il y a des choses qui sont très encourageantes. Si on prend le cas des vautours d'Inde, d'Asie, du Népal, qui étaient en grosse disparition il y a quelques années aussi, et ben voilà, qui étaient en grosse disparition il y a quelques années, eh bien en fait il y a des fauconniers d'ailleurs qui ont créé des programmes sur place là-bas et qui sembleraient avoir potentiellement sauvé les espèces. Il y avait des espèces, on avait 99% qui avaient disparu, et qui sembleraient avoir sauvé des espèces par la reproduction en captivité, et maintenant ils relâchent, et les populations sont en train d'augmenter. Mais est-ce qu'on pourra relâcher Typiquement les vautours d'Afrique, pour l'instant on ne peut pas les relâcher, puisque le problème sur place n'est pas réglé. Bien évidemment, la conservation in situ, à l'état naturel, est primordiale. C'est là-dessus qu'on doit faire nos efforts. Mais dans certains cas, elle est impossible. Le cas des vautours, ils sont empoisonnés, on peut essayer de les protéger tant qu'on veut, tant qu'ils seront empoisonnés, on ne pourra pas les protéger. Et donc c'est là où la conservation ex situ est hyper importante. Et pas forcément sur des espèces qui sont en danger. Je vais prendre le vautour à capuchon, qui est un vautour africain. Il y a 50 ans, il y en avait partout. Et si on nous avait dit, ça ne sert à rien d'avoir des populations captives, puisqu'il y en a plein dans la nature et il n'est pas en danger. Oui, mais maintenant, 95% de sa population a disparu. Donc il faut anticiper en fait. C'est pour ça que c'est hyper important d'avoir des espèces qui ne sont pas en danger non plus en captivité, parce que potentiellement dans l'avenir, elles le seront. Du coup là, celui qui est venu se poser sur toi naturellement, c'est un cresserelle d'Amérique. Donc c'est de la famille des faucons qu'on trouve du coup en Amérique, c'est lié à son nom. Et on a le cresserelle d'Europe en France, c'est celui qui fait du surplace. Lui en fait aussi, sauf que lui il se trouve en Amérique et il est 2 fois plus petit à peu près que le cresserelle européen. Et là c'est un mâle, on le reconnaît parce qu'il est plus petit, il pèse environ 100 grammes celui-ci. Et il a aussi beaucoup de couleurs bleutées. Donc voilà, il repart naturellement. Voilà, tu peux rester, voilà, tu vois, il revient. Donc voilà, et il parle beaucoup, il piaille beaucoup parce que c'est très bavard. Voilà, c'est un oiseau imprégné, donc très proche de l'homme, on le voit là, il n'a aucune crainte à venir sur toi, il se pose naturellement. Voilà, c'est parce que c'est un oiseau imprégné. Ok. Et vous, concernant vos rapaces, une fois qu'ils sont décédés, vous en faites quoi? Alors, il y a toujours une autopsie qui est effectuée par les vétérinaires. Qu'importe le motif du décès, justement, même si pour trouver le motif du décès en fait, ou pour le confirmer. Ça peut pas juste être de vieillesse ou des choses comme ça? Ça pourrait être de vieillesse. Ça pourrait être de vieillesse, mais de toute façon, il y a toujours une autopsie pour vérifier ce qui s'est passé. Donc, en fait, nos oiseaux partent chez les vétérinaires pour autopsie. Tout le temps. D'accord. Et des fois, on trouve des phénomènes qu'on ne comprend pas, en fait, des torsions d'intestin, par exemple, qui ne se voient pas. Et le problème qu'on a chez les oiseaux, c'est que ça ne montre absolument pas la douleur, un oiseau. On a très peu de signes avant le décès, en fait. C'est hyper sélectif, en fait, de ne pas montrer la douleur. Mais fort heureusement, on a très peu de décès. Très franchement, très peu de décès en captivité. Et alors, quel a été ton plus beau succès en tant que fauconnier?
Je crois que ouais, si je réfléchis, j'ai 2 succès, si on peut appeler ça des succès. Premier, c'est la réintroduction de plusieurs petites chouettes de l'Oural en Allemagne, dans la forêt de Bavière, où elles avaient disparu il y a une centaine d'années à cause de la chasse apparemment. Et il y a une association qui a décidé de faire revenir cette petite chouette dans la forêt. Et nous, on en reproduit avec l'espèce Rambouillet, un couple qu'on partage. Et ils nous ont contactés et on a eu 4 naissances et on a décidé de donner les 4 naissances pour ce projet-là. Et en échange, ils nous ont invités le jour où ils ont ouvert la volière qui était dans la forêt pour les relâcher. Elles y ont vécu plusieurs mois dedans pour s'habituer à la forêt. Et ouvert. Et en fait, on est arrivé donc à la tombée de la nuit dans une forêt très sombre où il n'y avait pas un bruit, vraiment pas un bruit, c'était un silence profond, très profond. J'en ai rarement vécu des comme ça. Pas comme ici, là. Pas comme ici, exactement. J'ai rarement vécu des comme ça et le moment où la volière s'est ouverte... Ça devait être émouvant. C'était incroyable. J'étais avec mes amis du Puy du Fou, parce que le Puy du Fou en a relâché une aussi, et puis l'espace Rambouillet, et on a versé nos larmes. On était tellement heureux et fiers en même temps d'avoir participé à ce programme, et on a eu des nouvelles cette année de nos petites chouettes, donc il y en a qui ont survécu, ce qui est incroyable, c'est génial. Et puis le deuxième succès, c'est récemment avec les ateliers pédagogiques, de voir l'impact que ça a sur les jeunes, sur les enfants en milieu scolaire, et de voir l'attrait qu'ils ont pour la protection de la biodiversité, c'est hyper encourageant. Et donc ça, pour moi, c'est un vrai succès. Et la valorisation de nos travails scientifiques, parce que je ne présente pas que mes données, je présente des données de plein d'autres scientifiques, et de voir que ça touche les enfants qui, demain, protégeront les espèces, voilà, c'est une vraie consécration aussi. Et alors justement, est-ce que tu penses que la 6e extinction de masse peut être arrêtée? Je pense qu'il ne faut pas être trop pessimiste, et en même temps, il faut être alarmant. Parce qu'on est vraiment là un levier critique où si on ne change pas notre façon de consommer, si on ne change pas, je dis on parce que je m'inclus dedans clairement, notre façon de vivre, notre modèle économique, enfin il y a plein de leviers, mais si on ne change pas ça très rapidement, il y a des études qui montrent qu'on va arriver à un point de non-retour. Par contre, on a encore le temps. Si on change très rapidement l'ensemble du système, on peut arriver à déjà diminuer la pente de la disparition, mais surtout augmenter, d'avoir de plus en plus d'individus. C'est possible, il faut juste se bouger maintenant. En tout cas, je me battrai toute ma vie pour protéger ces espèces, les mettre en valeur surtout. Là, je vois qu'il a un émetteur sur le dos, ça sert à quoi? Alors oui, typiquement là, en fait, on est dans un site, on n'est pas chez lui, et comme il n'est pas chez lui, il peut très bien arriver qu'il se perde. C'est pas qu'il n'ait pas envie de revenir, c'est qu'il va faire un tour et puis il ne sait plus où il est. Et ben, l'émetteur, c'est une petite balise, c'est pas un GPS, ça marche avec un système d'ondes et ça nous permet de le localiser. Et typiquement là, il a un sac à dos, ce petit émetteur, on peut l'enlever, bien sûr on l'enlève tout le temps. C'est un petit sac à dos qu'il a, on l'enlève, et en science on considère que quand on équipe un animal dans la nature, pour ne pas impacter sa condition physique, ses capacités physiques, il faut que le système qu'on lui pose fasse moins de 5% de son poids. D'accord. Voilà. Lui, on disait, il pèse à peu près 100 grammes, il a 110 grammes même aujourd'hui. L'émetteur, il pèse moins de 3 grammes. Okay. Donc en fait, on est sûr que ça n'impacte pas son vol. Au-dessus de ça, on ne le mettrait pas, parce que ça impacterait. Okay. Et c'est pour ça que ce n'est pas un GPS d'ailleurs. Des GPS de moins de 3 grammes en suivi en temps réel, ça n'existe pas encore, c'est en train d'être développé, mais ça n'existe pas encore. Les rapaces, de manière générale, ce sont les oiseaux qui ont été observés voler à la plus haute altitude. Et l'exemple qu'on connaît, c'est le vautour de Ruppel, qui a été observé à plus de 11 000 mètres d'altitude. C'est la hauteur qui a été la plus haute jamais observée. Ouais. Exactement, c'est des pilotes qui étaient à cette altitude-là, qui ont croisé un vautour, certainement un vautour de Ruppel, un vautour africain. Donc voilà, ça peut voler quand même très haut, peut-être plus haut. Quel est l'intérêt pour eux de voler aussi haut, je ne sais pas. Mais en tout cas, il semblerait qu'ils peuvent voler très haut. Et alors, est-ce que ce genre de rapace qui vole aussi haut peut aussi voir une proie à 11 000, par exemple, mètres d'altitude? On sait qu'un rond noir sur fond blanc de 10 cm de diamètre, imaginons la taille d'une souris, une souris noire sur un fond blanc, 10 cm, l'homme, on est capable de le voir à peu près à 300-350 mètres. La plus haute acuité visuelle qui a été étudiée, c'est chez l'uraète audacieux, ou l'aigle audacieux, c'est en quelque sorte comme un aigle royal, mais d'Australie. Ce serait quasiment à 1 km. Donc c'est un peu 3 fois au-dessus de nous. Ok. Voilà, donc ça c'est le meilleur. Donc est-ce qu'à 11 km d'altitude, il serait capable de voir quelque chose?
C'est difficile à répondre. Potentiellement, si c'est, imaginons, un animal de 2 mètres de diamètre, on va dire une grosse vache, potentiellement oui. Après, il y a quelque chose qu'on ne prend pas en compte non plus, c'est la distorsion de l'air dans nos manips. C'est-à-dire que plus on a une grande distance, plus l'air distord l'image. Donc c'est très délicat. Théoriquement, oui, mais dans les faits réels, il faudrait que la vache soit noire sur un fond blanc et il faudrait qu'il n'y ait pas de distorsion de l'air. Ouais. Donc voilà, c'est très délicat à répondre. Mais en tout cas, si on fait du relatif comparé à l'homme, les meilleurs lurette audacieux, c'est à peu près 3 fois plus loin que nous. Les gros vautours, comme le vautour de Ruppel, alors le vautour de Ruppel n'a pas été étudié, mais d'autres vautours proches, vautours fauves, ont été étudiés, c'est à peu près 2 fois et demi, 3 fois plus loin que nous. Par contre, il y a d'autres rapaces qui voient moins loin que nous. Ah oui, On prend moins par loin. exemple le petit cresserelle d'Amérique, il voit moins loin que l'homme. Et il y a des rapaces avec une acuité visuelle encore inférieure, les urubus, c'est les vautours du Nouveau Monde, les vautours américains. Eux, quelquefois, ça peut être 5 à 6 fois moins loin que l'homme. Donc en fait, c'est dépendant de l'écologie de l'espèce. C'est très coûteux. L'œil est un organe très très coûteux. Et du coup, si c'est coûteux, il faut que ça ait un intérêt. L'aigle qui va voler très très haut, ah ouais, il a besoin de voir loin. Par contre, le caracara, par exemple, on parlait tout à l'heure, qui fouille au sol, bah, il n'a pas besoin de voir loin lui, parce que sa nourriture, elle est directement au sol. Ouais. Je vais prendre le cas de la buse de Harris, où son acuité visuelle achromatique, donc en noir et blanc, est égale à celle de l'homme. On voit aussi loin en noir et blanc que la buse de Harris. Après, on a étudié en couleur. Il faut savoir que l'acuité visuelle en couleur, ça a été étudié que chez 3 espèces avant mon étude sur les buses de Harris, l'homme, l'abeille et une perruche. Et ce qu'on a observé, c'est que chez la buse de Harris, elle est 2 fois plus importante que chez l'homme en couleur. Donc on voit aussi loin en noir et blanc, par contre en couleur, elle voit 2 fois plus loin que nous. C'est-à-dire que les différences de couleur, elle est faite à 2 fois plus haute distance que nous. Et alors, une fois qu'ils ont vu leur proie de très loin, pour certains, à quelle vitesse ils sont en mesure de voler? C'est pareil, c'est extrêmement variable en fonction des espèces. On peut parler des records, parce que en fait, les rapaces, c'est quand même le taxon où il y a tous les records. On parlait de l'altitude de vol, l'acuité visuelle, c'est le record aussi, c'est un rapace. Et bien la vitesse de vol, c'est le record, c'est le faucon pèlerin. Et là, grâce à un fauconnier, qui est un fauconnier chasseur ce coup-ci, il a mis un GPS sur son faucon pèlerin. Et le GPS nous donne la vitesse, du coup. Et ça a été observé en piqué à plus de 380 km/h. 380 km/h. Donc c'est impressionnant. Dans les données théoriques, ça nous dit, c'est de la théorie, c'est de la modélisation mathématique qui ont été faites dans les années 2000. Ça nous dit que le corps pourrait supporter 600 km/h. Est-ce qu'ils le font? Pas sûr du tout. Mais voilà, on sait que ça s'approche des 400 km/h Ah ouais. dans les faits. Et à contrario, est-ce qu'il y a des rapaces qui volent très lentement? Oui, les rapaces nocturnes volent très très lentement parce qu'eux, il faut qu'ils surprennent leur proie. Et donc ils ont des plumes extrêmement souples. Ils ont aussi ce qu'on appelle sur la tranche externe des plumes un peigne. Donc c'est-à-dire que les barbules, donc ces plumes-là, là on voit ici c'est très droit. Et bien chez les rapaces nocturnes, c'est plein de petites barbules comme ça. Donc c'est comme si on écartait les doigts. Et en fait ce peigne permet d'offrir beaucoup moins de frottement avec l'air et donc beaucoup moins de son. Et donc en ayant toutes ces adaptations-là à leur type de chasse nocturne, ils volent beaucoup moins vite. Ils privilégient le silence plutôt que la rapidité. Exactement. Ils surprennent plutôt que de poursuivre. Et alors, à combien d'images par seconde ils sont en mesure de voir? Ça, c'est une question en fait, que très peu de scientifiques se sont posées, le nombre d'images par seconde. Chez les rapaces, la question ne s'était jamais posée. Et en fait, en lisant des études, je m'étais rendu compte que certains oiseaux, comme les gomme-mouches par exemple, voyaient quasiment 2 fois plus d'images par seconde que nous. Et en fait, ils expliquent ça, l'expérience est très jolie. Ils ont filmé une mouche en train de voler en du coup 50 Hz pour nous, 50 Hz sur les caméras, et ils l'ont filmé en 140 Hz qui est la fréquence observée chez les gomme-mouches. Et en fait, nous, c'est très dur pour nous d'attraper une mouche. Ouais. C'est très dur. En fait, on voit la trajectoire de la mouche qui se dessine beaucoup plus facilement en 140 Hz. Et donc, c'est hyper adaptatif pour eux. Et donc, moi, je me suis dit, tiens, le faucon pèlerin qui descend à 400 km/h, lui, il est obligé de voir énormément d'images par seconde parce qu'il va très très vite. Et donc on l'a étudié chez la buse de Harris, celle qu'on a montrée tout à l'heure, le faucon sacre qui est un faucon poursuiveur et le faucon pèlerin qui est un faucon, on va dire, piqueur, qui pique. Et ça monte crescendo en fait, la buse de Harris a autant d'images par seconde que nous. Et le faucon pèlerin, lui, au lieu d'être à 140, il va être à 130 au maximum, ce qui est déjà c'est déjà énorme. Hein. Voilà. Donc en fait, encore une fois, c'est lié à l'écologie. Tout est sélectif dans la nature.
S'il veut pouvoir poursuivre sa proie à une haute vitesse, il faut qu'il voit plus d'images par seconde que nous. La buse de Harris, qui vole moins vite, n'a pas besoin de plus d'images par seconde que nous. Et alors, est-ce qu'ils utilisent également leur odorat pour chasser? Pendant très longtemps, on a toujours dit que les oiseaux n'avaient pas d'odorat. Parce que nous, en tant que mammifères, encore une fois, c'est de l'anthropomorphisme qui a fait dire ça. Nous, en tant que mammifères, comment on utilise notre odorat? On renifle. On va sentir quelque chose comme ça. Et donc, quand on voit un chien renifler un autre chien, ah bah tiens, il est en train de sentir le chien. Est-ce qu'on observe des oiseaux renifler? Jamais. Il n'y a qu'une espèce qui se renifle, c'est le Starik cristatel. C'est une espèce qui est proche de l'Alaska. Et en fait, ils ont une odeur très poussée d'orange. Et ils se reniflent entre eux parce que le choix de partenaire se fait sur l'odeur émise. D'accord. Et il y a même des études qui montrent que si on met un Starik en plastique, mais qui sont très forts, bah les femelles vont essayer de s'accoupler avec. Ah oui, ok. Donc l'odorat, en fait, on se rend compte petit à petit que l'odorat chez les oiseaux peut être bien plus efficace que ce qu'on se pense. Je vais encore rester hors rapace, mais une expérience qu'avait fait mon directeur de thèse, Francesco Bonadonna, dans la nature, qui avait étudié les puffins cendrés. Donc, en anglais, on les appelle les tube-nosed birds. C'est parce qu'on voit deux grosses narines qui se dessinent au-dessus du bec. Ben, ils ont montré qu'ils étaient capables de sentir la direction de leur colonie à 800 km. 800 km. 800 km, ce qui est incroyable. Et donc, en ce qui concerne les rapaces, ben, on ne savait pas. On avait très peu de données. Les seules données qu'on avait, c'était sur les urubus, justement, ceux qui ne voient pas très loin. Comme ils ne voyaient pas très loin, les gens se sont intéressés à l'olfaction et on se rend compte que quand on cache la nourriture, en forêt amazonienne, ils la trouvent. Et donc, comme ils ne peuvent pas la voir, c'est par l'odeur. Et puis après, on s'est dit, ok, l'odeur, ça peut être utilisé dans un contexte de recherche alimentaire, mais ça peut être aussi utilisé dans une thématique de communication. Et donc, à la base de la queue des oiseaux, on ne va pas pouvoir le voir à la caméra, mais tout en haut de la queue ici, alors je ne vais pas trop l'embêter, mais tout en haut de la queue ici, il y a une petite glande. Une petite glande qui sécrète une substance huileuse qui s'appelle la glande europigène. Et donc ça sécrète des sécrétions europigènes et ils s'en mettent partout sur les plumes. C'est notamment pour ça qu'on ne peut pas les toucher, parce que quand on les touche, on retire cette substance et ça les rend imperméables. Ah oui. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en analysant les composés chimiques de cette substance, il y avait énormément de composés chimiques. Et ces composés chimiques, ils témoignent notamment de l'odeur individuelle. Donc chaque individu a ses propres proportions de composés, donc sa propre odeur. En plus, on s'est rendu compte que les mâles et les femelles changeaient d'odeur en période de reproduction. Et ça a été montré chez les canards. C'est l'odeur émise par la femelle qui déclenche le comportement de reproduction du mâle. Et ben, chez les rapaces, potentiellement, ça pourrait être le cas. Et enfin, on s'est rendu compte que plus les individus étaient proches génétiquement, plus ils avaient une odeur semblable. Donc ils pourraient, il faut le montrer, mais ils pourraient utiliser l'odeur pour éviter la consanguinité. Et ça, on le sait que chez d'autres oiseaux marins, ils le font. Ah, et ben donc. Donc vraiment un odorat sous-estimé depuis très longtemps. Ouais, chez les oiseaux de manière générale, sous-estimé depuis très longtemps. Chez les rapaces, c'est les balbutiements des capacités olfactives. Il y a encore énormément de choses à découvrir chez des espèces plus prédatrices, par exemple, parce qu'ils ont vraiment besoin d'odeur. Les charognards, c'était un petit peu plus logique. Enfin, voilà, il y a plein de pistes à explorer. On est au tout début. Et est-ce que tu aurais d'autres faits surprenants à nous partager sur les rapaces? Eh bien, écoute, justement, en faisant une veille bibliographique là récemment, je parlais tout à l'heure des condors de Californie, où il n'y en avait plus dans la nature, et maintenant il y en avait plus 20 qui ont été pris en captivité, maintenant il y en a plus de 200 qui ont été relâchés. Et ce qui est très intéressant scientifiquement, c'est que ces 200-là, ils sont identifiés. Donc on connaît tous les individus, on connaît le sexe, on connaît l'âge, on connaît tout. Et ils ont observé récemment, c'est une publication qui est sortie cette année, ils ont observé récemment qu'il y avait un couple fait de 2 femelles. Donc un couple qui s'est formé de 2 femelles. Et cette année, il y a eu un petit. Or, la reproduction classique chez les vertébrés, qu'on appelle reproduction sexuée, a besoin d'un mâle et d'une femelle. C'est juste plusieurs femelles entre elles qui vont s'exciter, il va y avoir une montée d'hormones, et qui vont produire des clones d'elles. Ce qu'on appelle la parthénogénèse. Ah, c'est même pas, parce que moi je m'imaginais ils ont volé un œuf ou... Pas du tout. Non, c'est vraiment... Et donc là, ce qui s'est passé, mi-barre elle a pondu un œuf seul, un œuf fécond, et donc le petit, c'est un clone de la mère. Un clone 100% de la mère. Je ne savais pas que c'était possible ça. Et ça, c'est incroyable. Alors chez les invertébrés, c'est assez répandu, notamment les puces d'eau, ce qu'on appelle les daphnés, c'est très répandu. Chez les vertébrés, moi je connaissais, peut-être qu'il y en a d'autres, mais je connaissais des cas chez des lézards, une espèce de lézard notamment où il n'y a plus de mâles, il n'y a plus que des femelles qui se clonent entre elles, en fait, qui se font des montées d'hormones et les femelles se reproduisent par elles-mêmes. Et ça avait apparemment été observé chez les poulets, les poules. Et là, c'est le premier cas chez les rapaces qui est incroyable, c'est une espèce qui est
hautement menacés, hautement menacés. Et alors de manière générale, est-ce que les rapaces sont intelligents ou déjà qu'est-ce qui fait qu'un rapace est plus intelligent qu'un autre suivant les espèces? Parce que par exemple, on a tendance à dire que les perroquets et les corbeaux, si on prend les oiseaux de manière générale, sont plus intelligents que certains autres oiseaux. C'est une question très délicate parce qu'en fait, de parler d'intelligence, encore une fois, c'est de l'anthropomorphisme. On dit qu'ils sont intelligents, les corbeaux, parce qu'ils arrivent à faire des tests que nous, on arrive à faire. Mais est-ce que c'est pas intelligent de voler très haut? Est-ce que c'est pas intelligent de voir très loin? Est-ce que je peux pas vraiment y répondre à cette question parce que l'intelligence, c'est lié à notre perception de l'intelligence. C'est nous qui définissons l'intelligence comme ça. Est-ce que c'est ça est-ce qu'on peut même parler d'intelligence chez les animaux? Je ne sais pas. Après, on peut voir dans des tests, on voit des espèces qui s'adaptent plus vite à des tests que d'autres. Typiquement, moi, dans mes cas d'études sur la vision, j'ai eu beaucoup de mal sur les vautours à ce qu'ils comprennent mes tests, alors que les bus de Harris ont compris très vite. Mon test était certainement plus adapté aux bus de Harris, mais est-ce qu'elles sont plus intelligentes que les vautours? Je ne sais pas, je pense même pas. En fait, je pense qu'ils sont juste adaptés. Ouais. Adaptés. Je ne parlerai pas d'intelligence. On connaît l'histoire des corbeaux en Nouvelle-Calédonie qui attendent le feu rouge pour poser des noix. Et comme ça, les voitures démarrent, écrasent. Voilà. Oui, c'est de l'intelligence vue de notre monde à nous, en fait. Et oui, ça paraît incroyable, où les corbeaux qui arrivent à faire 7 étapes avant d'obtenir de la nourriture. Oui, l'intelligence comme on la perçoit nous, oui, dans ce cas-là, c'est très intelligent et un rapace ne serait pas capable de le faire. En tout cas, peut-être les caracaras, mais en tout cas, une buse ne serait absolument pas capable de le faire. Mais est-ce que c'est de l'intelligence à proprement parler? Je ne sais pas. Eh ben merci Simon pour avoir répondu à toutes plaisir. ces questions. C'était très intéressant. J'espère que de votre côté, vous avez appris beaucoup de choses et que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce genre de contenu vous plaît. J'en referai d'autres très certainement. Et puis je te laisse le mot de la fin. Moi, c'était un plaisir, surtout un plaisir de pouvoir discuter avec une vraie ouverture d'esprit où on peut parler de questions un peu touchy, notamment autour de la captivité. J'aime bien apporter des éléments de réponse qui ne sont pas des réponses qui peuvent être globales, mais en tout cas, j'essaie d'apporter des éléments de réponse sur cette thématique-là qui pour moi est essentielle et c'est essentiel de se poser ces questions-là. Donc je suis ravi d'avoir pu répondre à ces questions avec toi. Très bien. Et puis si vous avez d'autres questions, je mettrai tes réseaux sociaux. Je sais que tu as un Twitter, Instagram, tu as même un site web et bien d'autres choses. Je mettrai tous ces liens dans la description si vous souhaitez lui poser d'autres questions. Avec plaisir. Voilà. Avec grand plaisir. Allez, salut tout le monde. Merci.